Donc voilà, vous faites une demande par décret, c'est ça? Par décret. Tout à fait, ok. Très bien. Bah, on va commencer avec la question hein, qui tombe toujours, il n'y a pas de surprise. Pourquoi voulez-vous devenir français? Très bien. Je voudrais devenir français parce que je pense qu'avant même de l'être, je me sens français. Je me sens français dans mon âme, je me sens français dans mon cœur, j'aime la France. Sincèrement, j'aime la France, j'adhère totalement à ses valeurs. J'ai fait la quasi-totalité de mes études supérieures en France. Actuellement, je prépare une thèse de doctorat en France. Et donc, voilà, je suis plus attaché à la France dans notre pays. Hein? Et donc, pour moi, devenir français, c'est achever ce parcours, achever mon intégration et pouvoir poser l'acte le plus noble que tout citoyen responsable puisse poser, à savoir le vote. Voilà. Car à travers le vote, le citoyen choisit le représentant. Et j'aimerais moi aussi un jour, si cela me sera donné, poser cet acte-là. Voilà un peu les raisons qui me poussent à chercher la nationalité française. Super. Excellente réponse. Vous me parlez de thèse, vous me parlez d'études. Bah, je, je suis un peu curieux et je vous demanderai bah, quelle étude faites-vous? Quelles études Alors, faites-vous? j'ai d'abord fait, enfin, j'ai fait deux formations universitaires en France. J'ai fait à Paris, avant de venir au Nord, une première formation en communication, information et communication. Donc j'ai un master 2 dans les métiers de l'information et de la communication obtenu à Paris. Et là, je prépare une thèse plutôt en théologie. Hein, et c'est pour cela que je suis allé à Lille. D'accord, ok, super. N'hésitez pas à parler de votre parcours scolaire en France. Hein. Rentrer un peu dans les détails. Je fais une thèse, j'ai eu un master à Paris. Voilà. Quand, dans même l'énoncé de vos motivations de devenir français, gardez cette partie vers la fin pour justement conclure sur cette partie tout en la développant. D'accord? Merci. D'accord. Donnez, Donnez-moi la devise de la France. La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. D'accord. De quelle origine êtes-vous? Je suis camerounais, en Afrique centrale. Vous êtes camerounais. Et dites-moi quelle valeur vous liez le plus à votre pays et que vous gardez euh, quand vous êtes arrivé en France. Enfin, je veux dire, quelle valeur entre liberté, égalité, fraternité vous préférez le plus, ou du moins que vous attachez le plus à votre pays et à une valeur particulière de votre pays. Je comprends très bien. Je suis plus sensible à la troisième valeur, à savoir la fraternité. Parce que elle cadre avec ma personnalité, elle cadre avec ma vision du monde même, mes interactions par exemple, je me sens plus à l'aise au milieu des gens, j'aime bien porter secours aux gens, aider les gens hein, et retrouver cette valeur en France, la valeur de la fraternité, je m'y reconnais totalement et ça me passionne. Ça me passionne comme, voilà, plus que toutes les autres. Non pas que les autres ne sont pas importantes, mais voilà, je me sens plus proche de la fraternité et je crois que, de mémoire, je ne connais pas beaucoup de pays qui ont la fraternité comme valeur hein, et qui le mettent en exergue. D'accord. Je note que dans votre argumentaire, vous avez soulevé que vous aimez aider les autres, vous aimez aider autrui. J'aimerais d'abord vous poser du coup la question de savoir si vous êtes bénévole dans une association qui justement vous permet de mettre en exergue cette aide, qui vous permet en pratique d'aider les gens et d'appuyer votre esprit fraternel qui est lié directement à notre valeur de la fraternité. Je suis bénévole dans deux associations. D'accord? Une première qui s'appelle Amitié Partage. Elle aide les démunis, les plus démunis. Mhm. Par exemple, le SDF, on donne la soupe, on donne des vêtements qu'on collecte. Voilà, on essaie de leur venir en aide comme on peut. Je suis également bénévole dans une deuxième association qui s'appelle Goutte à Goutte et qui fait à peu près la même chose. D'accord. Voilà, je me sens vraiment bien. Et si vous me permettez une dernière seconde, en étant au chevet des autres, nos
chez les malades, on expérimente notre finitude, on expérimente notre fragilité. Car en fait, si on comprend que le sang qui coule dans les veines de ces gens-là est le même qui coule dans nos veines, on se dit, pourquoi eux et pas nous? Pourquoi eux et pas nous? Ou alors pourquoi nous, à la place où nous sommes, et pas eux? Nous n'avons rien de spécial. Nous n'avons rien de plus qu'eux. Et donc moi, je pense que étant avec eux, vraiment, je m'assimile à eux et je me dis, qui sait, peut-être un jour, je me retrouverai dans cette situation-là. Et justement, si vous êtes dans cette situation-là, vous voulez justement qu'on vous vienne en aide. Et c'est pour cette raison-là que vous êtes doublement investi pour aider autrui. Exact. Quel dévouement. Si tout le monde pouvait avoir le même dévouement que vous quant à ce sujet-là, je pense que certains ne souffriraient pas autant. Voilà, je clorerai ma phrase sur ce point. C'est vrai. Définissez-moi l'égalité, s'il vous plaît. L'égalité, c'est une valeur qui met au même niveau tous les êtres humains. Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, en droit et en devoir. Voilà, donc l'égalité vise à mettre les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, tout le monde au même niveau devant la loi. Ok. Et à quelle déclaration très importante on peut lier justement ce principe d'égalité? Je pense à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que je suis un peu titillant, je vais vous demander, est-ce que vous savez l'article? L'article dans la déclaration, non. C'est l'article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. Mais je pense pas qu'on vous poserait une question comme ça très précise. Hein. Mais je vous dis quand même, c'est pour votre culture générale. Pour plus tard, c'est le premier article. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. D'accord? Merci. Donnez-moi la date de la séparation de l'Église et de l'État et définissez-moi justement le principe qui a suivi par rapport qui a suivi cette séparation de l'Église et de l'État. La date, c'est le 9 décembre 1905. Où l'Église s'est séparée de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, c'est le principe de la laïcité, qui est justement la séparation de la société civile et de la société religieuse. La laïcité a trois moments forts, trois moments clés en elle-même. Le premier moment, c'est la neutralité de l'État. L'État français ne subventionne aucune religion. Voilà, donc l'État est neutre. Le deuxième moment, c'est que la religion relève de la vie privée du citoyen. De la vie privée du citoyen, au point où chaque citoyen est libre de croire ou de ne pas croire. Le troisième moment, c'est que l'État garantit la liberté religieuse. L'État est le garant de la liberté religieuse. D'accord, c'est super. C'est une excellente réponse en 3 pans. Les 3 définitions de la laïcité, c'est ça. Il faut toujours être clair. Par contre, sur l'année, bon, c'est très bien, vous connaissez la date exacte, mais ne vous cassez pas la tête à prendre le mois et le jour. Hein. L'année 1905, elle est très connue, donc on ne vous blâmera pas si vous ne connaissez pas... si vous ne connaissez pas le jour et la date. Vous, c'est très bien, vous connaissez, mais je dis plus à ceux qui vont regarder la vidéo tout à l'heure ou plus tard, qui voilà, ne se blâment pas et ne se mettent pas la pression pour connaître une énième date en plus qui pourrait être compliquée. D'accord? D'accord, merci. Étant donné que nous sommes sur la déclaration des droits de l'homme et du coup on a bifurqué un peu sur le principe de laïcité, donnez-moi la date de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là du coup vous devez être précis sur le jour et le mois. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut être précis. Alors je sais qu'elle est de 1789, elle est de 1789, je vais y arriver. Le jour et le mois. C'est le 26 août 1789. Je ne vous ai pas compris, je ne vous ai pas suivi. C'est le 26 août 1789. Le 26 août 1789. Voilà. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. D'accord? Oui, d'accord, merci. Okay. Est-ce que vous saurez me dire à quelle date on a eu le serment du jeu de pommes? Le serment? Le serment du jeu de pommes. Vous savez, la pomme de la main. Non, vous savez pas?
C'est le 20 juin 1789. Le 20 juin 1789. L'Assemblée nationale constituante, elle s'était engagée, elle a pris solennellement un engagement de ne pas se séparer tant qu'ils n'ont pas donné une constitution à la France. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà, c'est sur le suivi de la Révolution française. Hein. C'est pendant d'ailleurs. C'est un élément qui a été marquant justement de la Révolution. Voilà, donc ça c'est je ne savais pas ce point-là. Très technique, hein. Non, Voilà. non, celui-là, je savais. Ok, mais c'est des petits détails. Hein. Ça peut tomber comme ça ne peut pas tomber, mais c'est toujours bien de l'apprendre. Hein. Donnez-moi. En quelle année a été proclamée la Première République? La Première République a été proclamée en 1792. D'accord. Et avant la proclamation de la Première République, donc sous quel régime on était? La France était sous le régime monarchique absolu. Absolu. D'accord. Et qui était justement ce chef de l'exécutif, enfin de ce système monarchique absolu? En d'autres termes, qui était le roi? Le dernier roi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, qui était le roi au final. Au moment de la Révolution, ou bien le dernier roi de France? Avant qu'on proclame la Première République, Oui. nous avions un roi. Oui. Logiquement, c'était l'avant-dernier roi de France. Parce que ce n'est pas Louis XVI qui est le roi de France, le dernier roi de France. On a un autre roi plus tard, je vous poserai la question tout à l'heure. Mais là, ma question, c'était, du coup, j'ai déjà donné la réponse, mais c'était quel roi était là avant la proclamation de la Première République? Je pense que c'est Louis XVI, oui. Louis XVI. Et comment est décédé Louis XVI? Il a été guillotiné. Guillotiné. Comment s'appelait l'épouse de Louis XVI? L'épouse de Louis XVI s'appelait Marie-Antoinette. Elle était de quel pays, Marie-Antoinette? C'est très culturel. Hein, Marie-Antoinette est... juste une seconde, ne me dites pas. Beaucoup de reines venaient de ce pays-là. C'est... Oh là là. Marie-Antoinette d'Autriche. Voilà, je vous ai vu, c'est super. C'est bien. C'est bien. Même là, enfin, j'espère qu'on y arrivera. Même la femme de Louis XIII, la maman de Louis XIV était d'Autriche. La femme de Louis XIV était d'Autriche. C'est comme ça que je me rends. C'est ça. Et vous savez en quelle date le directoire a été mis en place? Le directoire de quoi? C'est un régime politique qui s'appelle le directoire, vous ne savez pas? Et il a été mis en place en 1795. Vous avez jamais entendu le 4 Brumaire, le 26 octobre 1795? Non. En tout cas, le directoire, si on vous pose la question, il date de 1795 jusqu'au 9 novembre 1799. D'accord, c'est un des régimes politiques. Après le directoire, en fait, parce qu'il y a la proclamation de la République, on a eu le directoire en 95. Ensuite, nous avons eu un consulat. Ok? Mais pour le directoire, c'est 95-99. 1795-1799. D'accord. Ok? Oui, ok. Voilà. Donnez-moi 3 rois de France. On pourrait citer Clovis. Clovis Ier. Attendez, stop alors du coup. Étant donné qu'on parle de Clovis Ier, qui était Clovis Ier? C'est celui qui a unifié les royaumes de France. Ouais, mais il avait quoi comme titre? C'était un empereur. Ouais, non, plus poussé que ça. Je veux le titre qu'il avait. Roi des Francs. Voilà, c'est ça. C'est le roi des Francs. Exactement, super. Donc du coup, Clovis Ier, ensuite. Voilà, on peut citer également Henri IV. Henri IV. On peut citer Louis XIV. Louis Voilà, XIV. Louis XIV. Quel était le surnom de Louis XIV? C'était le roi Soleil. Le roi Soleil. C'est ça. Et vous en connaissez d'autres? Oui. Allez-y, dites-moi. Oui. C'est-à-dire, dans l'histoire de France, l'une des passions, c'est que si on prend par exemple les Louis, on va jusqu'à Louis XVIII. Voilà, et donc on peut partir de Louis Ier jusqu'à Louis XVIII. Il y a également François Ier, il y a
Henri IV que j'ai cité tout à l'heure. Il y a Charles X. Et là aussi, si on prend les Charles, hein, on va jusqu'à Charles X. Hein, et voilà. Ok, super. Super, super, c'est bien. Donc vous en connaissez pas mal. C'est toujours bien de connaître 5, 6. Voilà, c'est le minimum. Parce qu'on peut vous poser 5 ou 6 rois de France. Parce qu'il y en a qui se suffisent à connaître 2, Louis XIV, Louis XVI, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai. Ok. Non, je connais un certain nombre. On va clore cette première partie avec une dernière question. Alors, c'était une question qui m'était venue à la tête. Et j'avais mis là. Est-ce que vous savez à quelle époque on lit la philosophie des Lumières? La philosophie des Lumières, c'est le XVIIIe siècle. Exactement, c'est le XVIIIe siècle. Super, très bonne réponse. On va clore cette première partie.